L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Bonjour, bienvenue. Finalement, est-ce que vous considérez que cette alliance qui est dessinée maintenant clairement entre Macron et Bayrou pourrait amener la proportionnelle, donc pourrait vous arranger ? Non, ce qui va amener la proportionnelle, c'est que Marine Le Pen va être élue présidente de la République et ça amènera enfin... Maintenant, ça fait deux blocs politiques qui réclament clairement la proportionnelle. Oui, mais vous étiez totalement isolé avant. Mais tant mieux si on permet, si on convainc nos adversaires politiques. Mais je rappelle que Nicolas Sarkozy l'avait promise, en tout cas une dose en 2007, qui ne l'a pas faite. Idem pour François Hollande en 2012, qui ne l'a pas faite. Marine Le Pen propose la proportionnelle intégrale avec une prime majoritaire de 30% pour que ce système dégage malgré tout une majorité, mais que tout le monde soit représenté, en tout cas tous ceux qui auront fait plus de 5% aux élections législatives. Et elle propose mieux que cela, elle propose plus de référendums, elle propose un référendum d'initiative populaire. Je crois qu'elle a vraiment le seul projet qui remet le peuple au centre. Si je vous pose cette question, c'est parce qu'on a l'impression que finalement, avec l'alliance d'hier et les points de vue que vous défendez depuis longtemps, c'est la fin du gaullisme, parce que maintenant il y a un quinquennat, il y a des primaires, et peut-être, si vous l'emportez ou si Macron l'emporte, il n'y aura plus le suffrage qui a caractérisé la Ve République depuis le début. Donc ce matin, De Gaulle est mort. Malheureusement, dans son héritage politique, le gaullisme n'imprègne plus la politique de la France depuis des décennies. Souvent du gaullisme. Mais oui, le gaullisme, c'est l'indépendance nationale. Nous souhaitons redonner à la France dans ce monde du 21e siècle, avec toutes les caractéristiques du 21e siècle. Mais il n'empêche qu'il ne faut pas renoncer à l'indépendance, à la grandeur, à l'identité nationale. Vous savez, le gaullisme, c'est valoriser la France, c'est faire en sorte qu'elle ne soit pas sous tutelle. Attendez, sous tutelle de Bruxelles. Mais c'est pas que cela, le gaullisme. C'est aussi valoriser la France dans son âme, dans ce qu'elle est. Moi, quand vous parlez de Monsieur Macron, je veux dire, à la limite, au-delà des compromissions politiciennes avec François Bayrou, qui nous ramènent effectivement à la vieille politique inintéressante. Moi, quand j'entends un Macron dire « l'art français, je ne l'ai jamais vu », quand j'entends un Emmanuel Macron dire la culture française... Non, c'est pas ça qu'il dit. Il l'a dit texto, l'art français, je ne l'ai jamais vu, dans son dernier meeting à Londres. Et quand il a dit... Il ne faut pas confondre l'art de France et l'art en France. Par exemple, Picasso, c'est de l'art en France, mais c'est pas forcément de l'art français, il est espagnol. Mais Monsieur Macron n'a pas compris cette capacité, ce génie français, justement, de développer... Proust, c'est la France. De développer, eh bien, ce qui fait l'art français. Et s'il ne connaît pas l'art français, alors nous allons l'emmener voyager un peu partout en France, jusqu'au moindre village. Il y trouvera toujours un élément de patrimoine, d'architecture, d'art, qui montre que notre pays est un pays majeur des arts et des lettres. Donc c'est une anecdote, Bayrou-Macron, c'est une anecdote. C'est la vieille politique politicienne. Fillon aurait été un petit peu plus haut dans les sondages, Bayrou aurait soutenu Fillon. Regardez ce que disait Bayrou de Macron il y a encore quelques mois. Il disait, je le cite, « Derrière Macron, il y a des grands intérêts financiers incompatibles avec l'impartialité... » C'était au mois de septembre dernier. Ouais, l'impartialité exigée par la fonction politique. François Bayrou qui parle d'Emmanuel Macron. Bon, Macron, écoutez, ça peut être il s'est vendu pour quelques circonscriptions aux élections législatives, ce qui prouve que Emmanuel Macron, ce n'est pas du tout en marche avant, c'est en marche arrière vers la très vieille politique. Est-ce que c'est pas un Giscard de gauche ? Parce que finalement, c'est ce qu'a voulu faire Giscard. Une sorte de Giscard. Vous dites ça avec une sorte de mépris, mais il était président de la République, Giscard. Oui, mais Giscard, c'est les années 70. Donc c'est pas tout à fait, si vous voulez, le renouveau. C'est le renouveau quand on est dans les années 70, mais ça n'est plus le renouveau quand on est dans les années 2010. Que pensez-vous ? Sauf que Valéry Giscard d'Estaing n'aurait, je pense, jamais dit que la France n'a pas de culture et que la France n'est pas un pays d'art. Ça, je pense qu'il était suffisamment cultivé et ouvert sur le monde et notre pays pour éviter de dire ce genre de sottise. Pourquoi votre garde du corps, enfin celui de Marine Le Pen, n'a pas été mis en examen et donc sa directrice de cabinet, Madame Griset, a-t-elle été mise en examen pour ce qui concerne justement les problèmes que vous avez avec la justice actuellement ? Quelle est la différence d'après vous ? Mais rien. Tout cela finira par un non-lieu, c'est une évidence. Je veux dire, il n'y a aucun fait nouveau qui justifiait d'ailleurs cette petit épisode judiciaire hier. Rien. Une mise en examen, c'est pas. Non, mais il n'y avait aucun fait nouveau, si ce n'est une volonté d'agenda médiatique, parce qu'il n'y avait aucun fait nouveau. Rien. Il s'est rien passé. Ils ont peut-être trouvé quelque chose dans les perquisitions. Non, ils ont rien trouvé dans les perquisitions, je peux vous le dire. D'autant qu'ils avaient déjà fait la perquisition il y a 1 an, dans les mêmes bureaux, sur la même supposée affaire. Donc, c'est bien la preuve qu'ils ont rien trouvé. Non, mais tout cela vient, on va pas refaire ici, je l'ai expliqué 100 fois, mais tout cela vient de Monsieur Schulz, qui est l'ancien président socialiste du Parlement européen. Oui, bon, écoutez, chacun a compris. En fait, il y a pas de suspicion d'enrichissement personnel, il y a même pas de suspicion d'emploi fictif. C'est illégal.
Mais non, il y a rien d'illégal. On reproche à 2 de nos assistants d'avoir en réalité trop travaillé. Bon, bah écoutez, c'est la question du statut administratif d'un contrat. C'est vraiment très politique et surtout ce petit rebondissement judiciaire, il sent vraiment la campagne électorale. Je crois que personne la justice ce matin est aux ordres du pouvoir politique. Parce que vous l'avez pas dit pour François Fillon, qui se retrouve dans une situation judiciaire qui est différente, mais c'est aussi la justice qui est largement différente. D'accord, mais c'est quand même la justice qui intervient. Il y a des suspicions d'enrichissement personnel, il y a cette collusion avec les puissances d'argent. Mais moi, je vais vous dire, je vais être très cohérent. Moi, j'ai vu Marine Le Pen dire il faut que la justice s'arrête. Mais bien sûr. Mais moi, je vais être très. Si elle doit s'arrêter pour vous, elle doit s'arrêter pour Fillon aussi. Non, mais s'arrêter le temps de la campagne. Mais je vais être très cohérent. Moi, je suis très heureux qu'on puisse reparler du projet de fond de François Fillon. Je trouve que ce sont des débats plus intéressants, ce qui n'empêche que les affaires Pénélope et tout le reste seront jugées, bien sûr, et il faut qu'elles soient jugées. Mais on doit parler du fond. Son programme, il est ravageur. L'augmentation de la TVA, Schengen 2, alors que nous, on veut les frontières nationales, la moins 500 000 fonctionnaires, ce qui va dévitaliser de grandes parties du territoire national. Vous ne croyez pas à l'amendement du programme, comme ça a été annoncé depuis l'entretien donné aux Parisiens sur la sécurité sociale? Non, l'adoucissement. Monsieur Fillon est bien trop lié à des assureurs comme AXA, dont il a bénéficié même d'argent, puisqu'il a été rémunéré par AXA à hauteur de 200 000 € pour changer. Là, il change un tout petit peu la présentation, parce qu'il voit bien que ça patine dans les sondages gravement et que ça n'est pas accepté par les Français, mais sur le fond... C'est pas vrai, dans le dernier sondage d'Elab, il a gagné. Il a gagné 2 ou 3%. Je sais pas, dans le BVA ce matin, il baisse, mais bon, peu importe. En tout cas, il a baissé par rapport à il y a quelques semaines. Et si vous voulez, il voit bien que son projet inquiète, donc il essaie de le mettre un peu sous le tapis. Mais la réalité, c'est qu'il veut privatiser la sécurité sociale, continuer de dérembourser les médicaments, parce que c'est un homme soumis, comme Monsieur Macron, aux puissances d'argent, au projet d'austérité de l'Union européenne. Je voudrais revenir simplement par une question sur l'affaire justement du garde des corps de Marine Le Pen et de sa directrice de cabinet. Est-ce qu'on n'est pas face... Alors, vous dites oui, c'est pas sa directrice de cabinet d'abord. Bon, alors, elle est chef de cabinet? Quel est le titre exact? Elle est chef de cabinet, je crois. Parfait. Est-ce que c'est pas une certaine forme de travailleur détaché, vous qui les dénoncez? Parce que finalement, ils sont payés à l'étranger et travaillent en France. Non, je vois pas du tout le rapport. Ce sont des gens qui bénéficient donc d'un statut qui est celui du Parlement européen. Non, mais déjà, le garde du corps, on parlait de quelques mois, c'était un CDD. Et je vous rappelle qu'il est sorti libre. Le garde du corps, il est sorti libre. Mais je suis pas en train de vous accabler, je vous pose des questions. Mais d'accord, mais moi, vous qui dénoncez les travailleurs détachés, ça y ressemble. Non, un travailleur détaché, c'est-à-dire, par exemple, vous faire venir des Roumains et des Polonais sur des chantiers et vous payez les charges sociales du pays d'origine. Voilà, ce qui fait une concurrence effroyable pour les PME françaises, notamment dans le BTP, dans le bâtiment. Et Marine, ce soir d'ailleurs, cet après-midi, voit la Fédération nationale des travaux publics. Ce qui fait une concurrence déloyale terrible, par exemple dans l'agriculture. Et c'est inadmissible. Donc nous, effectivement, nous abrogerons cette directive détachement des travailleurs. Madame Griset et Monsieur Légier n'ont jamais été suspectés de ne pas travailler. Ils ont toujours travaillé. Tout le monde le sait depuis bien longtemps avec Marine Le Pen. Et il y a rien là-dedans dans ce dossier, si ce n'est la volonté de notre opposant politique au Parlement européen, Monsieur Schulz, Parlement européen dirigé par le socialiste Schulz, de nous mettre des bâtons dans les roues parce que nous sommes souverainistes. Et il y a que 2 partis là-bas qui sont inquiétés, le Front et UKIP, mouvement souverainiste britannique, comme par hasard. Cette semaine, le gouverneur de la Banque de France a fait sensation en évoquant les risques de sortie de l'euro pour les dettes françaises. Ça s'adressait directement à vous, pas à vous évidemment, Florian Philippot, mon Front National. Vous lui répondriez quoi ce matin? Parce qu'il y a l'Institut Montaigne qui dit que votre programme est dingue. Vous avez le directeur de la Banque de France. Alors l'Institut Montaigne. Journaux, oui. Alors l'Institut Montaigne, oui. 200 milliards. Oui. Alors l'Institut Montaigne, c'est quoi? L'Institut Montaigne, c'est un institut qui était présidé jusqu'en janvier 2017, il y a un mois, par Henri Decastre. On retrouve notre ami Fillon. Parce qu'Henri Decastre est un soutien affiché de Monsieur Fillon. Monsieur Fillon veut même en faire son ministre de l'économie, paraît-il. Et cet institut qui se permet de juger le programme de Marine Le Pen était donc un énorme problème, là. Bon. Maintenant, son directeur s'appelle Monsieur Bigorgne. Figurez-vous que le mouvement politique de Monsieur Macron, qui s'appelle En Marche, il était domicilié chez Monsieur Bigorgne. C'est extraordinaire. Quelle collusion incroyable. L'Institut Montaigne en 2012 a été obligé par le CSA de retirer des publicités sur BFM TV parce qu'elle passait en boucle elle faisait en boucle la com et la pub du programme économique de Monsieur Sarkozy. Donc ne me dites pas que l'Institut Montaigne c'est un institut neutre, etc. C'est un institut intégralement non. Sur le fond, ils choisissent les experts qui diront ce qu'ils veulent dire, c'est-à-dire qui descendront le programme de leurs adversaires. C'est un institut politisé, marqué politiquement. Maintenant, je vais vous dire, l'intérêt d'avoir sa monnaie nationale, il est clair et net.
clair et net. Il y a un raisonnement qu'on peut quand même reprendre et auquel vous pouvez répondre sans qu'on s'énerve, c'est-à-dire passage ou retour au franc, augmentation de la dette, pulvérisation de l'épargne des Français. Eh bien, c'est faux. D'accord, mais c'est en gros ça l'argument. Ce qui a augmenté. Répondez à cet argument plutôt que de dénoncer d'où viennent-ils, etc. Excusez-moi, quand on dit l'Institut Montaigne, on a le droit de dire que c'est lié à Fillon Macron quand même. Même comme journaliste, vous devriez le dire. Mais d'accord, mais je ne vous le reproche pas, je dis simplement l'argument de fond qui concerne les Français. L'intérêt d'avoir une monnaie nationale, il est clair et net. C'est que si nous n'avons pas de monnaie nationale, nous ne sommes pas un pays libre. Je prends un exemple très simple. Nous souhaitons demain quitter l'espace Schengen. Et il faudra quitter l'espace Schengen. Retrouver nos frontières nationales. Rassurez-vous, ça ne plaira pas à l'Allemagne, ça ne plaira pas à la Commission de Bruxelles. Eh bien, malheureusement, à cause de l'euro, de la monnaie unique, l'Allemagne et la Commission de Bruxelles auront une arme redoutable dans la main si nous sommes encore dans l'euro, c'est-à-dire la Banque centrale de Francfort, qui pourra nous couper les vivres et pourra faire pression sur la France pour qu'on change d'avis et qu'on reste dans Schengen. Et je peux multiplier cet exemple à l'infini. Elle refusera qu'on fasse du patriotisme économique parce qu'il y aura l'euro. Elle refusera qu'on se défende de la concurrence internationale déloyale parce qu'il y aura l'euro. Donc c'est une liberté politique et économique phénoménale. C'est aussi immédiatement la possibilité d'être enfin compétitif par rapport à l'Allemagne. Madame Merkel nous a dit il y a 2-3 jours, l'euro est un problème. Et elle ajoute, parce qu'il est trop faible pour l'Allemagne. Mais elle a raison. Et il est trop fort pour la France. Donc, allons au bout du raisonnement. Si l'euro est un problème pour l'Allemagne parce qu'il est trop faible et un problème pour la France parce qu'il est trop fort, c'est peut-être qu'il faut qu'on se sépare à l'amiable et qu'on ait chacun notre monnaie nationale. Comme ça ira beaucoup mieux. Je vous avais parlé sur la dette, je vous réponds. Non, mais allez-y. Alors, voilà. Quand nous sommes passés du franc à l'euro. Le problème, c'est qu'on pourrait faire une émission de 2 heures sur ce sujet, parce que c'est très important. Quand nous sommes passés du franc à l'euro, chacun aura remarqué que nous n'avons pas remboursé notre ancienne dette en francs. Nous avons remboursé notre dette en nouvelle monnaie de la France, c'est-à-dire l'euro. Il se passera exactement la même chose parce que ce sont les règles internationales de la monnaie. Nous rembourserons notre dette en nouvelle monnaie française parce que notre dette, elle est intégralement en contrat de droit national. Donc c'est ça la règle internationale. Je peux pas prendre tous les éléments, mais par exemple sur la question de l'épargne. Regardez ce qui s'est passé en Angleterre depuis l'annonce du Brexit. La livre a perdu 10%. Eh ben, c'est une excellente nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le commerce extérieur, mais c'est pas une bonne nouvelle pour l'épargne. Et est-ce que vous avez vu et donc pour les Français, c'est pas une bonne nouvelle pour leur épargne. Monsieur Durand. Quand ils partent en vacances à l'étranger, si leurs enfants font leur études à l'étranger. L'euro a perdu 25% de sa valeur en 2 ans. Est-ce que les Français ont perdu 25% de leur épargne pour autant? Bien sûr que non. Donc ça n'est pas un argument. Par contre, ce qui leur fait perdre de l'épargne, du pouvoir d'achat, et ce qui fait grimper la dette. Je rappelle que la dette avait gagné 600 milliards d'euros sous Fillon et Sarkozy. Et on était sous l'euro. Bon. C'est la politique d'austérité liée à l'euro. Ce sont aussi, et ça on ne le dit jamais, et je finis, on ne dit jamais aux Français que nous sommes engagés à hauteur de centaines de milliards d'euros, par exemple en Grèce et ailleurs, pour sauver l'euro et que ça nous coûte extrêmement cher cette monnaie. Donc il y aura les semeurs de peur, Institut Montaigne, etc. Tous les gens qui ont des intérêts financiers au maintien. Le gouverneur de la Banque de France. Mais bien sûr, c'est un proche de Hollande. Cherchez son CV, c'est un proche de Hollande. Il y aura des semeurs de peur, il y aura des gens qui vont essayer de vous mettre la chair de poule parce que comme ils l'ont fait avant le Brexit, ils vont essayer de faire pression sur leur corps électoral, mais ça ne fonctionne plus parce qu'on a vu qu'après le Brexit, les prévisions d'apocalypse n'avaient pas du tout été accomplies. Au contraire, le Royaume-Uni se porte très bien. Donc tous ceux qui avaient fait les mêmes prévisions de peur avant ont été désavoués par la réalité. Vous savez que la perspective de la sortie de l'euro fait bouger les marchés, vous le savez, qui spéculent, et ça fait baisser pour l'instant l'euro, peut-être évidemment le franc. On n'a pas le temps de parler de tout ça. Je voudrais simplement... Mais ça, c'est la même logique. Ça va être pendant 2 mois, là. Non, mais que les Français soient au courant. Pendant 2 mois, les grandes banques, les puissances d'argent... Non, mais moi, il faut que je puisse dire un mot. Les grandes banques, les puissances d'argent, les institutionnels, pendant 2 mois, vont essayer de faire peur aux Français, que les Français soient informés, mais qu'ils, eux, gardent précieusement en main ce qui fait leur pouvoir de citoyen, c'est-à-dire la démocratie et la lucidité. J'ai une dernière question à poser, parce qu'il faut qu'on aille au bout de l'actualité politique. Pardon de vous presser un peu, mais c'est important. Il y a une sorte de grosse bagarre entre les chaînes pour organiser les débats. Vous savez que dans les dernières présidentielles, les débats sont intervenus qu'entre les 2 tours, et là, ils vont intervenir avant les 2 tours. Est-ce que le Front National est pour un débat avec tout le monde, c'est-à-dire prend en compte finalement la protestation du Dupont-Aignan, ou est-ce que le Front National considère comme TF1 qu'on peut prendre simplement les principaux candidats et laisser les autres à la porte? Réponse et on clôture. Non, nous l'avons dit hier encore à TF1, Marine Le Pen souhaite un débat avant le premier tour avec tous les candidats qui auront leurs 500 parrainages.
Voilà, c'est la démocratie. Bien sûr que nous serions quand même dans les 5 premiers, mais vous voyez, ce qui compte, ce sont d'abord les principes démocratiques. Marine Le Pen souhaite un débat avec tous les candidats. Mais avec la condition qu'elle n'y aille pas si jamais sans ceci. Ça a été fait pour les primaires. Même des gens qui étaient à 1% d'intention de vote dans les primaires étaient quand même dans les débats. Eh bien, il faut que ce soit évidemment a fortiori la même chose pour l'élection présidentielle, la vraie. Et donc, il faut que tous les candidats Mais est-ce qu'elle met la menace de son absence dans la balance? C'est quelque chose qu'elle envisage. En tout cas, je ne conçois pas évidemment qu'un débat s'organise sans Marine Le Pen, et je pense qu'aucune chaîne ne le conçoit. Mais les chaînes vont revenir à la raison et vont inviter tous les candidats. Ça me paraît absolument évident. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est pas de choisir tel ou tel candidat, c'est d'inviter tout le monde. Parce que sinon, eh bien, on ne respecte pas tous les Français. Voilà. Et c'est un peu le même phénomène que l'absence de proportionnelle, où vous avez la moitié des Français qui sont pas représentés au Parlement. Merci. Ça fonctionne pas dans ces conditions. 8h31, beaucoup d'actualités politiques donc vous concernant ce matin. Florian Philippot, numéro 2 du Front National, était l'invité. Le débat à caractère économique pourrait durer des heures et des heures sur le programme et sur des jours et des jours même. Des jours et des jours, et c'est pas terminé. Bonne journée à vous. Il est 8h31. Merci, bonne journée.